L'un des endroits les plus inexplorés et les plus mystérieux de la Terre se trouve à la vue de tous. C'est l'un des monuments les plus majestueux de l'humanité. La merveille du monde antique cache un secret que les scientifiques et les archéologues ne peuvent toujours pas résoudre. Il s'agit du grand sphinx de Gizeh en Égypte. L'énorme sculpture d'un lion à tête humaine a été taillée dans la roche il y a environ 4500 ans. Les scientifiques ne connaissent toujours pas la date exacte de sa création et ignorent également qui l'a construit et dans quel but. Il existe de nombreuses hypothèses et théories, mais aucune d'entre elles n'a été confirmée. La plupart des gens ont vu cette majestueuse sculpture, que ce soit en photo ou en réalité, mais presque personne ne sait ce qui se cache en dessous. La statue du sphinx a été sculptée dans un seul morceau de calcaire. Elle a été peinte, les restes de pigments de couleur à la surface le prouvent. Dans un passé lointain, le sphinx était beaucoup plus lumineux et coloré que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais même après des milliers d'années, sa grandeur n'a pas diminué. Et d'ailleurs, sphinx n'est pas son vrai nom. Il a été inventé par les Grecs une centaine d'années ou plus après sa création. À l'origine, les Égyptiens appelaient la statue Horé Maquette. De nombreuses légendes et théories affirment que le sphinx est là pour une raison précise. Il est comme un chien de garde qui surveille la tombe du pharaon et les secrets de l'Égypte ancienne. Ces légendes sont devenues plus plausibles lorsque les archéologues ont découvert des entrées cachées au pied du sphinx. Ils pensent que ces passages secrets sont le début des tunnels menant aux salles contenant des trésors. Il existe de nombreuses histoires sur Internet selon lesquelles le sphinx cacherait le hall des records, un dépôt rempli de connaissances anciennes et secrètes. L'un des principaux artefacts de ce dépôt est censé être les archives de l'ancien état mythique de l'Atlantide. Selon les légendes, la bibliothèque entière de cette cité a été déplacée sous le sphinx. L'entrée de cette bibli doit être située à côté de la patte droite du sphinx. De nombreux archéologues ont tenté de trouver cette entrée, mais sont repartis bredouille. Il existe également de nombreuses images avec des diagrammes détaillés de la ville souterraine, constituée d'un réseau de tunnels et de chambres sous le sphinx. Quelqu'un dit que des structures aussi hautes que des immeubles de 12 étages se cachent sous terre. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Les archéologues, même après des millénaires, continuent d'explorer la mystérieuse sculpture. En même temps, de nombreux Égyptiens ne veulent pas en savoir plus sur le sphinx. Ils sont terrifiés à l'idée de réveiller quelque chose de surnaturel. En 1998, des scientifiques ont découvert des tunnels menant à des grottes vides sous le sphinx. Ils y ont trouvé des preuves de fouilles antérieures. Il est tout à fait possible que quelqu'un ait réussi à trouver les trésors et à les emporter. Certaines personnes pensent que les Égyptiens ont trouvé une sorte d'artefact sous le sphinx qui a le pouvoir de technologies avancées inconnues. L'artefact est si puissant qu'il peut changer le cours de l'histoire. Bien sûr, la plupart des théories ne sont que des contes de fées de fans de conspiration. Mais c'est un fait confirmé que le sphinx cache un système de grottes et de pièces. Il y a tellement de rumeurs autour du sphinx qu'il est impossible de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. En tout cas, il est difficile et dangereux d'étudier la sculpture, car des fouilles actives peuvent la détruire. Ensuite, l'entrée des salles souterraines peut être bloquée par des rochers et perdue à jamais. Aussi, une exploration plus poussée nécessite beaucoup d'argent, et les financements ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais la raison principale, c'est trop risqué. Il n'y a aucune garantie que les gens pourront sortir des labyrinthes souterrains. C'est pour ces raisons que les scientifiques et les archéologues explorent depuis si longtemps cette structure majestueuse. Le mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, est un autre monument architectural célèbre qui recèle un secret. Tout le monde admire les images des visages des présidents américains gravés dans la roche, mais peu de gens savent qu'une pièce secrète se cache derrière la tête d'Abraham Lincoln. L'architecte du mont Rushmore voulait graver sur la roche des dalles retraçant les principales étapes de l'histoire du pays. Mais son projet était trop compliqué à réaliser. On lui a alors proposé de le mettre en œuvre à une échelle beaucoup plus petite, construire une pièce secrète à l'intérieur de la montagne. L'idée était de sauvegarder ces connaissances afin que les générations futures se souviennent toujours de l'histoire de leur pays.
Malheureusement, l'architecte n'a pas eu le temps de terminer son travail. La construction a été interrompue pendant plusieurs décennies, mais à la fin des années 90, le projet a été repris. Des plaques de porcelaine émaillée illustrant l'histoire des États-Unis ont été placées dans la pièce. Il est possible que ces plaques soient stockées là pour toujours. Mais les gens ne peuvent pas les voir, du moins pas pour l'instant. La pièce est inaccessible aux touristes car il est trop difficile d'y pénétrer. Une autre pièce secrète se trouve dans l'Empire State Building. Il ne s'agit même pas d'une pièce, mais d'un endroit où l'on peut prendre de superbes photos. Presque tous les touristes se rassemblent sur le pont d'observation du 86e étage pour profiter d'une vue imprenable sur Manhattan. Mais il y a un autre pont avec des fenêtres panoramiques au 102e étage. Il y a beaucoup moins de monde là-bas car presque personne ne connaît cet endroit. Heureusement, l'accès à ce pont est ouvert à tous. Tu n'auras probablement pas à faire la queue pendant longtemps pour prendre une photo. Tu te sentiras spécial parce que tu te trouves dans un endroit super secret où il n'y a presque personne. Mais l'endroit le plus cool est encore plus haut, au 103e étage. Il s'agit d'une grande terrasse d'observation où les célébrités se font photographier. Ce n'est pas un lieu public, mais si tu connais les bonnes personnes, tu peux y accéder. Il n'y a presque aucune mesure de sécurité sur le site, seulement un rebord assez bas entre toi et un abîme. C'est pourquoi il est interdit aux foules de venir ici. Il n'est pas si facile d'y accéder et tu as peu de chances de réussir sans guide. D'abord, tu dois choisir le bon ascenseur qui t'y conduira. Ensuite, tu traverseras plusieurs salles d'ingénierie remplies de tuyaux, de panneaux électriques et d'autres éléments techniques. La dernière partie de ton chemin est une série d'escaliers à l'intérieur d'un minuscule couloir. Et voilà, tu es au sommet de New York. Maintenant, nous sommes à Paris. Tu vois la Tour Eiffel ? À l'intérieur, il y a des restaurants et des ponts d'observation. Mais si tu cherches bien, tu peux trouver un appartement secret. Maintenant, c'est un musée, mais il a été construit pour que des gens puissent y vivre. L'architecte de la tour, Gustave Eiffel, a créé cet appartement en 1889 pour lui-même. Il se trouve presque tout en haut de la Tour Eiffel. Imagine la vue canon qu'il voyait chaque jour. Il était le premier et le seul locataire. Personne d'autre ne pouvait avoir accès à cet endroit. Lorsque l'architecte est décédé, l'appartement est resté vide pendant un long moment. Ce n'est que récemment qu'il a été restauré et transformé en musée. À l'intérieur, l'époque du siècle dernier est recréée. Ils ont même placé des figures de cire de Gustave Eiffel, de sa fille et de l'inventeur américain Thomas Edison dans la pièce. Cet endroit est rempli d'un flot incessant de passagers, d'employés de bureaux en retard, de visiteurs d'autres villes. Bruit, sifflet de train. À la gare Grand Central de New York, parmi tous ces bruits, tu peux entendre le son d'une balle frappant une raquette, si tu es au bon endroit. Un véritable court de tennis est planqué dans la gare centrale de New York. Il appartient à un club de tennis qui organise des matchs d'entreprise pour les employés de nombreuses sociétés. Le club a été ouvert dans les années 60. Maintenant, nous allons à Londres, à Charing Cross Road. Ce n'est pas facile de trouver un endroit secret ici. Pour y parvenir, tu dois regarder tes pieds bien attentivement. Tu vois ces grilles d'égout dans l'asphalte ? À l'intérieur d'elles, tu peux remarquer deux panneaux avec le nom de Little Compton Street. Oui, il y a une autre rue juste en dessous de toi. Elle a disparu de toutes les cartes à la fin du 19e siècle. Charing Cross Road a été construite par-dessus. Les panneaux d'identification que tu vois font partie d'anciens tunnels d'ingénierie. Il y a un autre endroit intéressant à Londres. Il est situé dans le coin sud-est de Trafalgar Square. À première vue, il ressemble à un gros lampadaire, mais il y a trop de touristes qui se promènent. On s'approche et on se rend compte qu'une personne peut facilement tenir à l'intérieur du lampadaire. Le lampadaire n'appartient pas à un électricien, mais à un officier de police. Oui, c'est le plus petit poste de police du monde. Il a été construit dans les années 1930 et est utilisé comme poste de surveillance. Les officiers devaient s'y asseoir un par un et surveiller Trafalgar Square, qui attirait toujours de nombreux pickpockets et toutes sortes d'autres criminels. Peu de civilisations sont aussi énigmatiques que l'Égypte ancienne.
Ce puissant empire dura plus de 3000 ans. Il nous légua des pyramides toujours debout et des mythes dont l'écho résonne encore. C'est l'un des lieux les plus étudiés au monde. Et pourtant, de nouvelles découvertes continuent de nous étonner. À Abydos, des archéologues ont récemment mis au jour une tombe royale vieille de 3600 ans. Elle est immense et ornée de hiéroglyphes dorés honorant les dieux. Mais le nom du pharaon, il a disparu. Qui était donc ce souverain et quel nouveau chapitre de l'histoire égyptienne cette énigme pourrait-elle révéler? S'il est un endroit en Égypte où la limite entre vie et mort semble presque s'effacer, c'est bien Abydos. Pour les anciens Égyptiens, ce territoire était sacré. Ils pensaient qu'il abritait la tombe d'Osiris, le dieu qui mourut, fut démembré, puis renaquit pour régner sur l'au-delà. Cette croyance fit d'Abydos le cœur spirituel du pays. Les pharaons y firent ériger des temples majestueux, notamment celui de Séti Ier, célèbre pour sa liste royale, où sont gravés les noms de 76 souverains. Des pèlerins venus de tout le royaume y déposèrent des offrandes et participaient aux fêtes d'Osiris, durant lesquelles sa mort et sa résurrection étaient rituellement rejouées. Ce n'était pas un culte purement symbolique, c'était une sorte de Japan Expo avant l'heure, où, au lieu d'imiter des héros, les fidèles incarnaient des dieux renaissants. Les pharaons rivalisaient d'ardeur pour reposer au plus près d'Osiris, transformant Abydos en un lieu à la fois funéraire, sacré et promesse d'éternité. Des millénaires plus tard, les environs d'Abydos continuent de livrer des merveilles. Ce fut le cas de la tombe récemment découverte. Au début de 2025, une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et américains entreprit des fouilles sous une éminence rocheuse appelée la montagne d'Anubis. Vous vous souvenez d'Anubis? Le dieu à tête de chacal, gardien des nécropoles. À 7 mètres de profondeur, ils découvrirent une sépulture royale longtemps dissimulée. Hélas, malgré des siècles de secrets, les pillards en avaient depuis longtemps dérobé les trésors. Mais tout montrait qu'elle appartenait à une figure d'importance. Comme dans un vaste manoir vide dont on devine encore l'opulence de son ancien occupant. La chambre funéraire comportait des voûtes en briques crues, hautes de plus de 5 mètres, la taille d'une girafe femelle debout. Pour un édifice vieux de 36 siècles, l'ensemble demeurait prodigieux. Et pourtant, connaissant le génie architectural des anciens Égyptiens, rien ne saurait vraiment surprendre. Aucun trésor n'a été retrouvé, aucun masque d'or, et plus tragique encore, aucun nom. Le cartouche qui aurait dû révéler l'identité du roi était illisible. Or, les tombes égyptiennes affichaient presque toujours le nom de leur occupant. Dans l'Égypte antique, un cartouche n'était rien de moins qu'une large étiquette ovale entourant, en hiéroglyphes, le nom du souverain. C'était une sorte de laissez-passer royal valable, dans ce monde comme dans l'autre. Sans lui, l'âme ne pouvait franchir les portes de l'au-delà. Car pour les Égyptiens, le nom, le reine, ne servait pas seulement à distinguer un individu, mais constituait l'essence même de son être. Tant que son règne survivait, l'esprit demeurait vivant. Être oublié, c'était subir un sort pire que la mort. Une âme sans nom ne pouvait poursuivre son voyage éternel. C'est pourquoi les cartouches se trouvaient partout, sur les temples, les obélisques, les bijoux, les statues et les parois funéraires. Leur rôle dépassait la simple inscription. Ils maintenaient la présence du pharaon visible en tout lieu. Imaginez bâtir une tombe monumentale pour que des visiteurs, 3600 ans plus tard, y pénètrent en se demandant « c'était qui déjà ?» Situation peu glorieuse, assurément. Voilà pourquoi il n'est pas absurde d'imaginer ce souverain anonyme hantant ses pilleurs à jamais. Le cartouche, en vérité, avait une portée considérable. L'un des exemples les plus célèbres provient de la tombe de Thoutmôsis III. Sa chambre funéraire et son sarcophage étaient littéralement façonnés dans la forme d'un cartouche, faisant de l'ensemble un symbole architectural vivant de son nom. Heureusement, dans la tombe récemment découverte, tout n'avait pas disparu. À l'entrée, peints dans des reflets d'or, se tenaient 2 gardiennes bien connues, les déesses Isis et Nephthys. Isis, magicienne, avait rassemblé les membres d'Osiris et lui avait rendu la vie. Nephthys, sa sœur, demeurait la pleureuse éternelle et la protectrice des morts. Ensemble, elles assuraient que quiconque reposerait ici ne traverserait pas seul l'au-delà. Un indice supplémentaire du prestige du pharaon inconnu. Mais qui pouvait-il être? Pour le découvrir,
Il faut remonter le fil du temps. Cette sépulture date d'une période troublée. La deuxième période intermédiaire, lorsque l'Égypte, morcelée, n'était plus dirigée par un seul souverain, mais scindée en plusieurs royaumes rivaux, chacun régnant sur son propre territoire. Une véritable version antique de Game of Thrones. Et au cœur même de ce tumulte s'élevait Abydos. Durant un temps, elle abrita sa propre lignée royale, connue sous le nom de dynastie d'Abydos. Ces souverains n'étaient pas les bâtisseurs de pyramides que tout le monde connaît. Et c'est précisément ce qui les rend si énigmatiques. Ils n'ont laissé derrière eux ni monuments majestueux, ni cités étendues, seulement quelques fragments de noms gravés sur des blocs ébréchés. Pendant des siècles, nombre d'égyptologues doutèrent de leur existence. Mais tout changea en 2014, lorsque les archéologues mirent au jour la tombe de Senebkhay, l'un de ces rois obscurs. Depuis, chaque élément connu à son sujet révèle qu'il eut une destinée singulière. Ses ossements portent 18 plaies profondes, caractéristiques des blessures reçues au combat. Son crâne, son dos et ses mains furent frappés, et il périt probablement en affrontant l'ennemi, devenant ainsi l'un des rares pharaons dont on sait qu'il mourut sur le champ de bataille. Sa sépulture, modeste et composée d'objets provenant de règnes antérieurs, contenait néanmoins une chose inestimable, la preuve de son existence. Avant Senebkhay, la dynastie d'Abydos n'était qu'une hypothèse. Grâce à lui, elle prit corps et réalité. C'est pourquoi la récente découverte pourrait être cruciale. La nouvelle tombe royale exhumée à Abydos adopte le même plan et le même style que celle de Senebkhay. Chambres en calcaire, voûtes de briques crues et divinité protectrice. Toutefois, elle se distingue par sa taille bien supérieure, ce qui suggère qu'elle appartint peut-être à un souverain d'Abydos plus ancien encore, et doté d'un pouvoir plus vaste. Quel qu'il fût, ce roi voulait que sa mémoire se perpétuât aux côtés de celle des plus grands. Ironie du sort, l'histoire elle-même semble avoir tenté de l'effacer. Peut-être que d'autres découvertes, à proximité de son tombeau, nous livreront davantage d'indices. Et, en effet, il y a plus. Et c'est plutôt fascinant. Non loin d'Abydos, dans le village de Banawit, les archéologues ont mis au jour un atelier de poterie remontant à l'époque romaine. Vous avez bien entendu, un atelier de poterie à 2 pas du tombeau d'un pharaon. Le site comportait d'immenses fours d'argile, des salles de stockage et de nombreux éclats brisés appelés ostraka. Ces tessons faisaient office de notes anciennes, à ceci près qu'au lieu de listes de courses, ils portèrent des reçus en grec et en démotique égyptien, de menus registres de transactions quotidiennes, des traces qu'on ne s'attendrait guère à trouver auprès d'un roi d'une dynastie oubliée. Ces potiers ont peut-être manqué une belle occasion. Au lieu de graver des reçus fastidieux, ils auraient mieux fait de vendre des tasses à l'effigie d'Osiris et des figurines d'Anubis pour les pèlerins et les voyageurs. Mais ce n'est pas tout. Il semble qu'après plusieurs siècles, durant l'ère médiévale, ce même sol soit devenu un cimetière. Les archéologues y ont découvert des tombes en briques crues, renfermant des squelettes humains. Cela laisse penser qu'Abydos garda son aura sacrée bien après l'époque des pharaons. Mais pourquoi cette colline, encore et toujours, serait-ce réellement une porte vers l'au-delà ? Après tout, c'est ici même que l'on disait que reposait Osiris. Cette croyance, persistante comme une ombre, traversa les millénaires avec une force suffisante pour attirer aussi bien les rois antiques que les familles médiévales. Les rites changeaient, mais le sol demeurait sacré. Cela dit, rendons justice aux Romains. Ils n'étaient pas là pour vénérer Osiris, mais pour façonner des poteries. L'histoire d'Abydos est loin d'être close. Les fouilles se poursuivent, et nul ne sait ce que l'avenir révélera. Les archéologues disposent aujourd'hui d'outils semblables à des lunettes à rayons X pour le désert. Chaque balayage pourrait révéler une chambre secrète ou, avec un peu de chance, restituer son règne perdu à notre pharaon sans nom. Je dois avouer m'être étrangement attaché à percer ce mystère, alors espérons avoir bientôt des réponses. Ce n'est qu'une question de temps. Et vous, quelles hypothèses feriez-vous ? On aimerait les connaître. Saviez-vous que des arbres poussaient, jadis au cœur du désert sec et brûlant du Sinaï égyptien ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est pourtant exact. Récemment, des archéologues ont mis au jour une avenue bordée d'arbres, une authentique voie verte, menant à une immense forteresse ancienne. Non, ce n'est ni un mirage, ni une illusion, née d'un esprit trop fertile, bien que le mien le soit. Cette découverte renverse complètement notre perception de la vie dans les déserts de l'Égypte ancienne.
Faisons un bref retour en arrière. Le site concerné, baptisé Tel Abou Saifi, se trouve dans le nord de la péninsule du Sinaï. Longtemps considéré comme un simple recoin poussiéreux de l'histoire, on l'associait à des vestiges datant des époques ptolémaïques et romaines. Autrement dit, les siècles ayant suivi la conquête d'Alexandre le Grand et l'appropriation du territoire par l'Empire romain. Or, une récente campagne de fouilles, menée à l'initiative du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, a révélé bien plus qu'un avant-poste oublié. Il s'agissait d'une véritable forteresse militaire, dotée de tranchées défensives, de routes pavées, de fours à chaux, de casernes, et même de logements pour les familles des soldats. Ériger autant d'habitations en plein désert n'a rien de très accueillant, sauf si l'on se souvient de l'élément vedette du site. Cette mystérieuse avenue bordée d'arbres. Cette voie mesurait plus de 90 mètres de long sur 11 mètres de large, soit la longueur d'un terrain de football, et était pavée de dalles calcaires. De part et d'autre s'alignaient plus de 500 fosses de plantations façonnées dans l'argile. Il ne s'agissait pas d'un simple ornement, de véritables arbres y furent plantés, formant une allée ombragée menant droit à la forteresse. Imaginez-vous traverser ce corridor, sous un soleil écrasant, soudainement enveloppé par une canopée protectrice. Voilà une entrée grandiose, une sorte de tapis rouge antique, ou plutôt un tapis vert. Il ne s'agissait pas simplement d'embellir les lieux. La présence de centaines d'arbres dans ce désert, il y a plus de 2000 ans, révèle une maîtrise remarquable. Les Égyptiens de l'ère ptolémaïque n'étaient pas seulement des bâtisseurs de monuments. Ils excellaient aussi dans la gestion de l'eau. Dans une région où la pluie est aussi rare qu'un selfie avec le pharaon, ils ont réussi à faire pousser des arbres en rang serré. Prenez un instant pour y songer. Pour réussir à irriguer autant d'arbres dans le désert, il leur fallait un système d'irrigation ou de transport d'eau remarquablement élaboré. Un dispositif capable d'acheminer et de répartir l'eau avec efficacité dans un environnement aussi hostile. Ont-ils canalisé des nappes souterraines, capté des pluies saisonnières, employé un ingénieux système d'arrosage, peut-être pas aussi sophistiqué, mais tout de même, leur avance était indéniable. Voici ce qu'il faut garder à l'esprit. Les Égyptiens avaient déjà démontré une parfaite maîtrise de la gestion des eaux. Grâce à des fossés et à un vaste réseau de canaux, ils avaient su dompter le Nil pour irriguer des terres éloignées. L'irrigation ne représentait donc pas un mystère pour eux. Leur savoir-faire était réel. Et de surcroît, le climat du Sinaï, il y a 2 millénaires, fait encore débat. Nombreux sont ceux qui estiment que cette région était autrefois plus verdoyante. Il suffit d'observer ces montagnes abruptes et ces reliefs tourmentés, semblables à des sculptures façonnées par la puissance d'anciens cours d'eau, pour soupçonner que l'eau y jouait jadis un rôle bien plus considérable. De plus, les archéologues ont mis au jour de nombreux indices attestant que les Égyptiens de l'ère ptolémaïque cultivaient fruits, vignes et arbres à grande échelle. Autrement dit, faire pousser une forêt dans le désert peut nous sembler incroyable, mais pour eux, ce n'était qu'un mardi ordinaire. À présent, cette avenue verte pousse les archéologues à s'interroger. Et si des systèmes d'irrigation semblables avaient été employés ailleurs? Par exemple, pour acheminer les immenses blocs de pierre utilisés dans la construction des pyramides. Il existe déjà une théorie selon laquelle des rivières anciennes ou des canaux artificiels auraient facilité leur déplacement. Et la découverte de Tel Abou Saifi? Eh bien, elle pourrait bien constituer la pièce manquante du puzzle. Ce n'est pas qu'un doux rêve. À l'époque, les rivières jouaient un rôle central, agissant comme les autoroutes, les réseaux énergétiques et les trains de marchandises du monde antique réunis. Les Égyptiens s'en servaient pour tout, irriguer, commercer, alimenter l'industrie et même mobiliser leurs troupes. Si une activité importante avait lieu, elle impliquait probablement un cours d'eau. Et ce n'est pas tout, la suite est encore plus surprenante. Les fouilles ont révélé d'imposantes tranchées défensives, semblables à d'anciennes douves, creusées à près de 2 mètres de profondeur autour de la forteresse. Ces fossés n'étaient pas de simples bourbiers, mais faisaient partie d'un dispositif complexe conçu pour être comblé ou enjambé par un pont afin de maîtriser les accès. On pourrait les comparer à une barrière de sécurité rétractable, sans les vérins hydrauliques. Tandis que ces tranchées protégèrent de la forteresse des intrusions, la vie y battait son plein. Comme nous l'avons mentionné, les archéologues ont découvert des logements militaires. Il semblerait que les soldats y vivaient avec leurs familles. Ainsi, cette forteresse n'était pas qu'un simple baraquement, mais une véritable communauté dynamique, avec ses repas, ses habitudes, des enfants s'amusant ça et là, et certainement beaucoup de bavardages autour de la table. En plus des aspects militaires, les chercheurs ont découvert 4 vastes fours à chaux servant à produire de la chaux vive, un élément crucial pour fabriquer le mortier de construction. Ces fours indiquent qu'à la fin de l'ère romaine, Tel Abou Saifi
est devenu un centre industriel important, fournissant les matériaux nécessaires à la construction et à la réparation des bâtiments, un véritable pôle d'activité artisanale. Mais l'histoire se complique encore. Sous les routes, tranchées et fours, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'une structure antérieure, un mystérieux bâtiment. S'agirait-il d'une troisième forteresse, encore plus ancienne, d'un cimetière oublié ou d'une cité perdue? Le mystère reste entier, mais il est clair que cette découverte ouvre une nouvelle page passionnante de recherche, l'un des rebondissements archéologiques majeurs de la décennie. Que faut-il en conclure? Eh bien, pour commencer, cela bouleverse bon nombre d'idées reçues sur la vie dans les déserts de l'Égypte ancienne. On les a longtemps considérés comme des frontières naturelles, arides, hostiles et dépeuplées. Or, cette découverte laisse penser qu'ils furent jadis verdoyants et habités. Non parce que le climat était très différent, mais parce que les Égyptiens savaient, avec un génie remarquable, soumettre la nature à leurs besoins. Ils ne se contentèrent pas de survivre au désert, ils le façonnaient. Cela relance aussi le vieux débat sur l'ingéniosité technique des anciens Égyptiens. S'ils ont pu bâtir au cœur du Sinaï une forteresse dotée de douves, de routes arborées, d'un réseau d'irrigation et d'installations artisanales, est-il vraiment invraisemblable d'imaginer qu'ils aient pu concevoir des systèmes hydrauliques pour déplacer les blocs des pyramides? Oublier la théorie des anciens extraterrestres. Distrayante, certes, mais qui nous détourne d'une réalité fondamentale, ces peuples étaient d'une intelligence remarquable. Une bonne partie de ce que nous appelons aujourd'hui technologie moderne n'est que l'héritage d'une ingéniosité antique. Et l'on ignore combien de savoirs précieux se sont perdus en chemin. Pendant ce temps, les fouilles se poursuivent. Les chercheurs entreprennent une cartographie complète de Tel Abou Saifi afin de comprendre l'agencement global du site. Certains envisagent d'analyser le sol pour repérer d'anciennes racines, voire identifier les essences qui poussaient autrefois. Si des palmiers dattiers s'y trouvaient, par exemple, nous serions peut-être face à la plus ancienne allée de fruits secs au monde. Vous vous doutez bien que l'intérêt de ces découvertes dépasse le seul cadre de l'histoire. Elles résonnent aussi avec les défis de notre époque. Face au dérèglement climatique et aux canicules de plus en plus éprouvantes, il devient urgent de se demander ce que ces civilisations disparues, capables de faire fleurir le désert, pourraient encore nous enseigner. S'il fallait ne retenir qu'une chose, Tel Abou Saifi nous rappelle que la civilisation égyptienne ne se résume pas à des pyramides, des pharaons et leurs momies. Ce peuple comptait des bâtisseurs clairvoyants, des architectes du vivant et des esprits résolument pragmatiques. Ils n'attendaient pas que la nature comble leurs besoins. Ils la façonnaient selon leurs desseins. Et grâce à des trouvailles comme celle-ci, nous discernons mieux l'ampleur de leurs avancées et, disons-le, de leur impressionnante modernité. Ainsi, la prochaine fois que l'on vous décrit le désert comme un espace stérile, vous pourrez rétorquer avec aplomb qu'il y a plus de 2000 ans, en plein cœur du Sinaï, s'élevait une forteresse avec des douves, une avenue bordée d'arbres, des casernes, des ateliers, et même une structure secrète enfouie sous terre. Voilà qui remet les pendules à l'heure, d'une comprise. Et qui sait quels autres vestiges y sont encore enfouis, attendant de réécrire l'histoire. Il y a de nombreuses portes partout dans le monde qui n'ont pas été ouvertes depuis des décennies, voire des siècles. La question est pourquoi? On pourrait penser que de nos jours, on peut ouvrir n'importe quelle porte. Mais le truc, c'est que certaines sont condamnées pour une bonne raison. Et jusqu'à présent, on n'a toujours pas pu savoir quel type de trésor elles cachaient. Voici 4 portes mystérieuses. Le Taj Mahal. Nous commençons avec le Taj Mahal en Inde, l'un des endroits les plus romantiques au monde. Shah Jahan l'a commandé en 1631 et l'a dédié à sa 3e femme qu'il aimait comme un fou. Ils ont été mariés pendant 19 ans et ont eu 14 enfants ensemble. Mais malheureusement, elle est décédée en donnant naissance à leur dernier bébé. Shah Jahan a eu le cœur brisé et a décidé de construire un tombeau grandiose pour se souvenir d'elle. La construction a duré 20 ans. Le bâtiment a une disposition assez intéressante. La conception est super inhabituelle avec ses 4 minarets massifs de 40 mètres de haut qui se dressent au coin d'une énorme plateforme. Ils ne sont pas là uniquement pour l'esthétique. Au XVIIe siècle, les architectes avaient de sérieux problèmes avec les bâtiments qui s'effondraient sous leur propre poids. L'architecte en chef du Taj Mahal s'est donc assuré de placer ces minarets aussi loin que possible du tombeau. Il les a même inclinés de façon à ce que, s'ils devaient effectivement chuter, ils ne détruisent pas le reste du Taj Mahal. Tu parles d'une super planification. Le Taj Mahal cache des secrets insensés. Il y a des pièces scellées un peu partout dans lesquelles personne n'a le droit d'entrer.
Et si tu regardes les photos du bâtiment depuis le bord de la rivière, tu peux apercevoir 2 sous-sols. Mais devine quoi, ils sont également fermés. Personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur, ni pourquoi ils sont verrouillés depuis l'époque de Shah Jahan. Apparemment, il y a une bonne raison pour laquelle ces pièces sont interdites. Certains chercheurs pensent qu'elles ont été construites avec du marbre, qui se transforme en une substance différente appelée carbonate de calcium s'il est exposé au dioxyde de carbone. Et lorsque cela se produit, de petits morceaux de marbre commencent à s'écailler comme des petits fous. Pour aggraver les choses, il n'y a pas d'air qui circule dans ces pièces. Cela signifie que si trop de CO2 s'accumule dans le sous-sol, les 4 minarets pourraient s'effondrer. Mais attends, ce n'est pas tout. Certaines personnes pensent que le corps de la femme de Shah Jahan se trouve peut-être dans l'une de ces pièces scellées, en parfait état. Et pourquoi pas? Qui sait ce que ces salles mystérieuses peuvent bien garder? Le Grand Sphinx de Gizeh. Le Grand Sphinx de Gizeh est entouré de mystères. Ce n'est pas seulement la plus grande statue monolithe au monde, c'est aussi une créature hybride avec une tête de femme et un corps de lion qui trouve son origine dans les mythologies égyptiennes et grecques. Elle est également très ancienne. On estime qu'elle a environ 4500 ans. La construction de cette merveille a duré approximativement 3 ans et a nécessité 100 ouvriers, qui n'étaient pas des esclaves, mais étaient traités avec des mets délicats comme de la viande de mouton et de chèvre. On pense par ailleurs qu'elle était autrefois beaucoup plus massive qu'aujourd'hui. Les archéologues ont trouvé d'énormes blocs de pierre et des boîtes à outils abandonnées près du site. Cependant, les véritables secrets du Sphinx se trouvent sous terre, près de ses pattes. Un groupe de scientifiques a utilisé un sismographe pour détecter 2 chambres cachées sous les pattes du Sphinx. Certaines personnes pensent que ces chambres pourraient être le légendaire Hall of Records, qui contient d'anciens parchemins révélant les secrets de l'univers. Je peux te dire que c'est bien plus cool que n'importe quelle bibliothèque que j'ai jamais visitée. La rumeur veut que les Égyptiens aient même caché des informations sur l'Atlantide. Autant dire qu'on est sur une version très ancienne de la théorie du complot. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout simplement partir à l'aventure pour vérifier. Les chambres ont vraisemblablement 2 entrées, mais elles restent toutes 2 scellées. Les chercheurs n'ont pas encore reçu le feu vert pour vérifier leur théorie. Espérons qu'ils ne nous tiendront pas en haleine indéfiniment. Temple Sri Padmana Baswami. Ce temple est situé dans le magnifique état du Kerala en Inde. Ce temple est célèbre pour bien plus que sa beauté à couper le souffle. Sous le temple, il y a 6 voûtes, nommées de façon créative A, B, C, D, E et F. Les énormes portes en fer de ces chambres ajoutent au mystère de ce qui se cache derrière elles. Il y a quelques années, les autorités ont décidé d'ouvrir ces voûtes au monde, mais la tâche n'a pas été facile. Tu ne peux pas tout simplement ouvrir les portes et entrer. Non, la démarche a demandé beaucoup de travail. Cela leur a pris du temps, mais finalement, en 2011, ils ont ouvert 5 des 6 chambres. Et devine ce qu'ils ont trouvé. Des tonnes de trésors, des sacs d'or, des pierres précieuses et des bijoux en diamant d'une valeur inestimable. La valeur estimée de tout ce qui a été trouvé dans les chambres fortes est de 1000 milliards de dollars. C'est comme si le temple avait été la source d'inspiration réelle de la caverne des merveilles d'Aladin. Mais attends, j'ai dit 5 des 6. Qu'est-il arrivé à la dernière? La chambre forte B est restée fermée, et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ils n'ont tout simplement pas réussi à l'ouvrir. On croit même qu'elle est mortellement maudite. La légende dit que seul un saint ou un sage peut briser la malédiction en chantant un mantra spécifique. Mais personne n'a encore réussi à le faire. Sans doute parce que nous n'avons pas de saint ou de sage à notre disposition. Il y a aussi une rumeur selon laquelle, dans les années 30, des envahisseurs de temples ont essayé d'entrer dans la chambre forte B pour y faire un bon vieux pillage classique. Mais ils n'ont jamais atteint leur objectif. Apparemment, de terribles serpents se sont matérialisés de nulle part et ont chassé la bande. Mais bien sûr, ce n'est qu'une légende urbaine, et il n'y a aucune preuve de cela. Cependant, on dit que le vérificateur général qui s'occupe du temple a affirmé que la chambre forte B avait été ouverte au moins 7 fois depuis 1990, et que rien de grave n'était arrivé à quiconque y était entré. Qui sait, peut-être devrions-nous envoyer Indiana Jones pour vérifier. Le tombeau du premier empereur. Au plus profond d'une colline, complètement intacte et entouré de pièges dangereux, se trouve un ancien tombeau vieux de 2000 ans. Il appartient à Qin Shi Huang, alias le premier empereur de Chine. Il est né dans l'état de Qin et est devenu roi alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais lorsqu'il est devenu adulte et qu'il a acquis tous les pouvoirs, il a unifié les États belligérants qui divisaient la Chine ancienne en les conquérant. Il a ensuite créé la dynastie Qin. Lorsqu'il est mort en 210 avant notre ère, il a été enterré profondément sous terre dans un tombeau massif. Et quand je dis massif, je veux dire massif.
En 1974, des fermiers de Xi'an, en Chine, sont tombés sur quelque chose d'étrange en creusant un puits. Un énorme soldat en terre cuite. Cette découverte a donné lieu à des fouilles archéologiques approfondies qui se sont poursuivies pendant plus de 40 ans, révélant une collection de milliers de soldats en terre cuite. Ce qui est unique à propos de ces soldats, c'est que chacun d'entre eux a ses propres caractéristiques, des coiffures aux expressions faciales. On pense qu'il pourrait y avoir jusqu'à 8000 de ces soldats, mais seulement 2000 ont été trouvés jusqu'à présent. Il est intéressant de noter que la tombe centrale, qui est censée être le lieu de repos de l'empereur, n'a pas encore été touchée. Les documents anciens font référence à une vaste ville souterraine que l'empereur a construite, avec des tours panoramiques, des palais, etc. Sima Qian, un historien de la dynastie Han, a écrit que la tombe était ornée de trésors et qu'elle pouvait accueillir des centaines de personnes. Mais le manque de technologie pour examiner correctement le site bloque les recherches. Qin Shi Huang était entouré de mercure liquide dans sa tombe, avec 2 des ruisseaux représentant les principaux fleuves de Chine, le fleuve jaune et le Yangtze. Les anciens Chinois croyaient que le mercure pouvait provoquer l'immortalité, mais il aurait également pu causer la mort de l'empereur puisqu'il prenait régulièrement des pilules de mercure pour prolonger sa vie. Les niveaux dangereux de contamination au mercure dans le sol près de la tombe sont la principale raison pour laquelle les scientifiques hésitent à l'explorer. Cela pourrait être très dangereux à la fois pour les gens et pour l'environnement. Si tu me demandes mon avis, si je devais choisir quelle porte ouvrir, je choisirais probablement celle qui ne mène pas à une tombe entourée de mercure toxique. Traite-moi de fou, mais j'aimerais éviter tout risque potentiel pour la santé. Kim Kardashian est une sommité de la mode, une étudiante en droit et, de manière accidentelle, une lanceuse d'alerte. Laissez-moi vous raconter l'histoire. C'est l'un des plus grands rebondissements de l'histoire de la culture pop. Kim Kardashian a posé involontairement à côté d'un sarcophage que seules quelques personnes s'avèrent avoir été volées. La photo est devenue virale, et quelque part dans le monde, l'un des pilleurs impliqués dans le vol du cercueil l'a vue. Et juste comme ça, Kim a contribué à démanteler un réseau de contrebande d'antiquités d'une valeur de 4 millions de dollars. Revenons un peu en arrière. Le pilleur en question a été extrêmement surpris de voir que le sarcophage avait été vendu. Ses partenaires lui avaient dit qu'ils attendaient encore un acheteur. Comme il n'avait pas reçu sa part du butin, il a envoyé par email la photo de Kim Kardashian à un avocat à New York responsable de ce type d'affaires. Avec cette photo, il y avait d'autres images du cercueil encore couvert de boue, prises sur son emplacement d'origine. Il a dit à l'avocat que le cercueil avait été volé et lui a donné la preuve dont il avait besoin pour résoudre cette affaire. Dans l'Égypte ancienne, un homme du nom de Nedjemank est décédé vers le 1er siècle avant notre ère. Il s'agissait d'un prêtre de haut rang qui servait la divinité à tête de bélier d'Héracléopolis. Quand quelqu'un comme lui mourait, ses funérailles étaient spéciales. Le sarcophage de Nedjemank était un véritable chef-d'œuvre. Dans la croyance égyptienne ancienne, l'or n'était pas simplement destiné à être montré. Il était sacré. Il symbolisait l'essence des divinités et on croyait qu'il aidait les gens à renaître dans l'au-delà. Ce cercueil en particulier le précisait dans ses inscriptions. Il y avait un lien direct entre les métaux précieux et la divinité, la renaissance et la puissance solaire. Avance rapide jusqu'à 2011. L'Égypte traverse alors une période de bouleversement politique majeur et au milieu du chaos, les pilleurs de tombes saisissent leur chance. Dans la région d'Al-Minya, près du Caire, des pillards pénètrent sur le site de Nedjemank. Ils déterrent son cercueil étincelant et le sortent clandestinement du pays. D'abord, le sarcophage atterrit entre les mains d'un marchand aux Émirats arabes unis qui forge des documents d'exportation, prétendant qu'il s'agit en réalité d'un artefact gréco-romain, afin de dissimuler ses véritables origines égyptiennes. Ensuite, l'objet voyage jusqu'en Allemagne, où le propriétaire d'une galerie le fait restaurer et, selon les allégations, falsifie une licence indiquant qu'il a été légalement exporté en 1971. Avec ses nouveaux papiers et un aspect reluisant, il est ensuite transmis à 2 marchands d'antiquités français qui le vendent au Metropolitan Museum of Art de New York pour 4 millions de dollars. Et ainsi, en 2017, le sarcophage rayonnant de Nedjemank est de nouveau exposé au public. Cette fois, à New York. Le mythe était incroyablement heureux d'avoir acquis cette pièce. Partout à New York, on pouvait voir des bus faisant la publicité de la nouvelle exposition dont la pièce centrale était cette relique égyptienne. Le Metropolitan Museum of Art est l'un des musées les plus prestigieux de New York. Certains des plus grands conservateurs du monde y travaillent. Et une fois par an,
il accueille un très célèbre événement, le Met Gala. En 2018, le thème annuel du célèbre gala était les corps célestes. C'est alors que Kim Kardashian est apparue sur le tapis rouge, vêtue d'une magnifique robe dorée de la maison Versace. Elle se promenait dans le musée lorsqu'elle a vu quelque chose qui correspondait à sa robe, et elle a décidé de poser pour une photo à côté. Bien sûr, la reine d'Internet est devenue virale grâce à cette image représentant le cercueil de Nedjemank, et c'est là que tout a commencé. Une personne se décrivant comme un ami des pilleurs d'origine a envoyé la photo à l'assistant du procureur du district de Manhattan, Matthew Bogdanos. Bogdanos traque de manière obsessionnelle les artefacts pillés depuis des années. Il savait qu'il y avait d'importants objets égyptiens sur les marchés illégaux, et lorsqu'il a vu la photo, il a compris que le cercueil avait vraiment été volé. L'informateur a partagé des images numériques de la tombe, confirmant qu'elle avait été pillée en 2011. Et au fur et à mesure que les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, ils ont trouvé la pièce manquante, un os de doigt humain, toujours à l'intérieur du cercueil. Oui, lorsque les pilleurs ont jeté le corps de la momie dans le Nil, ils ont laissé quelque chose derrière eux, un de ses doigts. Et plus tard, cette preuve a été essentielle pour prouver l'origine de l'artefact. En 2019, le Met a renvoyé le cercueil en Égypte, et son PDG a présenté des excuses formelles. Le musée, désormais conscient d'avoir été dupé, a promis de revoir son processus d'acquisition et même d'essayer de récupérer l'argent. Pendant ce temps, l'un des Européens impliqués dans la falsification des documents illégaux du cercueil a été arrêté en Allemagne en 2020. Il soutient que les documents étaient légitimes. Mais bon, les preuves disent le contraire. Juste pour info, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que Kim Kardashian est célèbre pour rien, rappelez-vous de cela. Elle a accidentellement aidé à résoudre l'un des plus grands cambriolages modernes du monde de l'art. Mais avançons. Le sujet de notre prochaine histoire vaut également quelques millions, mais pour certains, il n'aurait jamais dû être vendu. Chris Pepe n'avait que 7 ans lorsqu'il a aperçu pour la première fois d'étincelantes reliques, de minuscules joyaux dans une vitrine, chez son grand-oncle. À l'époque, elles faisaient simplement partie des meubles, mais en grandissant, Chris a découvert la vérité. Ces pierres n'étaient pas seulement jolies, elles avaient été découvertes tout près de ce que l'on suppose être les véritables restes du Bouddha. Tout a commencé en 1898, lorsque l'arrière-grand-père de Chris, William Claxton Pepe, un propriétaire terrien britannique installé en Inde coloniale, a excavé un mystérieux tumulus près du village de Piprawa. À l'intérieur d'une profonde chambre en pierre, il a trouvé des fragments d'os, de l'or et du cristal. Une boîte portait une inscription en ancien brahmi, indiquant que les restes appartenaient au Bouddha lui-même et avaient été offerts à son clan, les Shakyas, après sa crémation. La découverte a ébranlé le monde. La nouvelle s'est répandue dans les journaux internationaux et les chercheurs ont confirmé son authenticité. Cette découverte a même aidé à cartographier d'anciennes routes bouddhistes et à identifier Lumbini comme le lieu de naissance de Bouddha. Bien que cela se soit produit à l'époque coloniale, l'histoire est plus complexe qu'un simple pillage. Pepe a donné la plupart des reliques. Il a offert les os au roi de Siam, qu'on appelle aujourd'hui la Thaïlande, et le reste aux autorités indiennes. Seuls quelques doublons sont restés avec la famille et ont été transmis de génération en génération. Quand Chris en a hérité en 2013 avec ses cousins, la famille a décidé de les rendre publics. Ils ont lancé le projet Piprawa, numériser les archives familiales et prêter les reliques à des musées du monde entier, du Met de New York au Musée national de Séoul, toujours gratuitement. Mais en 2025, l'affaire a tourné à la controverse lorsque la famille a voulu vendre les gemmes aux enchères de Sotheby's à Hong Kong. Le gouvernement indien est intervenu, allant jusqu'à émettre un avis juridique exigeant l'arrêt de la vente et affirmant que ces reliques sacrées étaient un trésor culturel national. Ils ont déclaré que la vente enfreignait les lois indiennes et internationales, y compris les conventions des Nations Unies, et ont demandé le rapatriement des reliques en Inde pour des raisons de préservation et de culte religieux. Et puisque nous parlons du rapatriement d'objets sacrés, après plus d'un demi-siècle d'exil, 4 sculptures anciennes en bronze, pillées en Thaïlande, ont enfin été restituées. Ces pièces sont connues sous le nom d'artefacts de Prakonchai. Elles se composent de 3 statues de Bodhisattva et d'une image de Bouddha découverte dans les années 60 par des villageois dans la province de Buriram. Si vous êtes déjà allé dans cette partie du monde,
vous saurez que la plupart des gens y sont très dévots et attachés à leurs croyances spirituelles. Donc, déterrer quelque chose comme ça est probablement un acte de profanation des plus graves qu'on puisse imaginer. Les objets furent transportés clandestinement et atterrirent finalement au musée d'art asiatique de San Francisco. On estime que ces statues ont environ 1300 ans. Douglas Latchford, une figure notoire dans le commerce illicite d'antiquités, semble avoir été lié à leur déplacement. Aujourd'hui, après plusieurs années, le musée a convenu de leur retour. Les responsables thaïlandais, ainsi que la sécurité intérieure des États-Unis, ont confirmé que les artefacts ont été retirés de l'inventaire et seront bientôt rapatriés. Ce n'est pas la première fois que ce musée restitue des trésors. En 2021, il a rendu des linteaux après un procès intenté par les autorités américaines. Et cette dernière initiative touche de près l'un des villageois qui a aidé à découvrir les artefacts et qui n'avait jamais imaginé qu'ils disparaîtraient à l'étranger. Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique, ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels. S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère? L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs. Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes. Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles? Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radar vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche, l'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Képhren. Hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar. Elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent en plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres, ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes, encore irrésolues, des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides. Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer?
Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations. Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides. Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Kephren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L, enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires. Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie. Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier, ou peut-être d'une cavité d'air. L'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens, qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantée sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie, la localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012. Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os.
Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux. Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes, en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Scieuses personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre.
Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verre historique ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux, où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djeser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djeser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djeser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide,
un réseau de tunnels s'étend sur environ 5 km et demi. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degrés de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité.
Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degrés de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degrés de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie, et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte, et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne, sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand,
ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe, se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée au voile pourpre et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome.
où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. D'intrigantes bulles de plasma semblent flotter autour des pyramides de Gizeh. Bien que cela puisse paraître étrange, clarifions immédiatement une chose. Il n'y a rien ici de surnaturel ni d'extraterrestre. Les bulles de plasma représentent des anomalies atmosphériques qui prennent naissance dans une couche spécifique de l'atmosphère terrestre appelée ionosphère. Cette enveloppe invisible entoure notre planète et s'étend sur une altitude approximative de 80 à 650 km, frôlant la limite de l'espace. Dans cette région, le Soleil, véritable fourneau céleste, chauffe les gaz et les transforme en particules électriquement chargées que l'on nomme plasma. Voici l'aspect captivant. Pendant la nuit, notamment près de l'équateur, ces particules subissent des perturbations. Lorsque certaines d'entre elles disparaissent simultanément en grande quantité, cela donne naissance à une bulle de plasma. Imaginez une vaste poche où le plasma est absent ou fortement réduit. Cependant, pour mériter l'appellation de bulle de plasma, le phénomène doit se manifester à une échelle considérable, avoisinant généralement les 100 km de diamètre. Si vous envisagez déjà un voyage en Égypte, jumelles en main pour inspecter les sommets des pyramides, sachez que ces bulles de plasma sont invisibles à l'œil nu. Elles se forment bien au-dessus de nos têtes. Hors de portée de notre vue, les scientifiques doivent recourir à des instruments spécialisés, tels que le radar ionosphérique de haute latitude, l'ARID, pour les détecter. Cet équipement de pointe permet d'étudier en temps réel le déplacement et la formation des bulles de plasma, un processus qui peut, par ailleurs, être déclenché par des tempêtes solaires. Cela nous conduit à novembre 2023, moment où une tempête solaire remarquable s'est produite. Sur une échelle de gravité allant de 1 à 5, cet événement a été classé G3, correspondant à une intensité forte. Les tempêtes solaires résultent des taches solaires, des zones plus sombres et plus fraîches à la surface du Soleil, qui émettent d'intenses bouffées d'énergie dans l'espace. Ces éruptions ont engendré plusieurs tempêtes géomagnétiques sur Terre. Bien que cela puisse évoquer des scénarios catastrophiques, l'impact sur notre quotidien a été relativement limité. En réalité, ce fut une excellente nouvelle pour les passionnés d'astronomie, car la tempête solaire a donné naissance à des aurores spectaculaires, visibles jusqu'en Grèce et en Turquie. Cependant, cette tempête particulière de 2023 a également entraîné une autre conséquence remarquable. Elle a produit la plus grande bulle de plasma jamais enregistrée par le LARID. Ce phénomène, d'une ampleur inédite, s'étendait sur des régions aussi reculées que les pyramides d'Égypte et les îles Midway dans l'océan Pacifique. Une telle distance est impressionnante, et ce phénomène représente un enjeu crucial pour la science. Les bulles de plasma posent en effet une menace croissante pour les technologies modernes. Selon les experts, elles peuvent perturber les communications satellitaires et les systèmes de navigation GPS. Ainsi, si vous utilisez Google Maps ou Waze et qu'ils perdent soudainement votre localisation, une bulle de plasma pourrait en être la cause. Nous comprenons donc désormais ce qui se passe avec ces bulles détectées au-dessus des pyramides de Gizeh. Cependant, les mystères ne s'arrêtent pas là. L'intérieur de la pyramide de Khéops révèle des phénomènes encore plus intrigants. Il semblerait qu'elle possède la capacité de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs a voulu étudier ce phénomène en exposant cette architecture ancienne à des ondes radio. Ces ondes, semblables à celles utilisées par nos téléphones mais beaucoup plus longues, atteignent jusqu'à 600 mètres. Ne pouvant bombarder directement la pyramide avec ces ondes, les scientifiques ont opté pour une alternative plus pratique, la modélisation informatique. Grâce à ces simulations, les chercheurs ont mis au jour une découverte stupéfiante. La Grande Pyramide est capable de concentrer l'énergie électromagnétique non seulement dans ses chambres internes, mais aussi sous sa base, là où se situe une chambre inachevée.
Par concentré, il faut comprendre quelque chose comme emprisonné. Prenons un exemple. Lorsque vous criez dans une grotte, vous entendez votre voix en écho. Les ondes sonores ne se dissipent pas immédiatement. Elles rebondissent et se focalisent. De la même manière, quand des ondes radio touchent la pyramide, elles ne se contentent pas de la traverser ou de l'éviter. Elles sont absorbées, rebondissent, puis se concentrent à l'intérieur et sous la pyramide. La liste des mystères entourant les pyramides égyptiennes ne s'arrête pas là. À l'intérieur de la grande pyramide, un long passage étroit conduit à ce qu'on appelle la chambre du roi. Située au cœur même de la structure, cette pièce est supposée avoir abrité la dépouille du pharaon Khéops, le souverain à l'origine de cette construction, dont le règne remonte à plus de 4000 ans. Lorsque l'on pénètre dans la chambre du roi, deux éléments frappent immédiatement. L'acoustique remarquable du lieu et sa structure massive, intégralement revêtue de granit rouge. Ces deux caractéristiques semblent désormais reliées selon les conclusions de certains scientifiques. En effet, ils suggèrent que la chambre du roi pourrait capter ou amplifier l'énergie sonore provenant des autres parties de la pyramide. Autrement dit, cette salle aurait été spécifiquement conçue pour intensifier le son d'une manière unique à l'intérieur de l'édifice. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont réalisé une expérience en chantant dans la chambre de la reine, située juste en dessous de la chambre du roi. Le résultat fut surprenant. La musique n'était pas perceptible dans les pièces souterraines inférieures, mais résonnait de façon claire et puissante dans la chambre du roi. Une hypothèse pour expliquer ce phénomène repose sur le type de pierre utilisé dans la chambre du roi, le granit rose. Ce matériau est reconnu pour ses propriétés piézoélectriques, ce qui signifie qu'il peut absorber l'énergie de son environnement, comme les vibrations sonores, et la transformer en énergie électrique. Cela implique que l'acoustique particulière de la chambre ne dépend pas seulement de sa forme, mais aussi du rôle actif joué par le granit dans l'amplification et la concentration des ondes sonores. Ces découvertes, selon les scientifiques, ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur les potentialités de la pyramide. Les anciens Égyptiens auraient-ils été capables d'exploiter l'énergie produite par les ondes sonores ou les vibrations naturelles de la Terre? Bien que cela puisse sembler improbable, les propriétés piézoélectriques du granit, bien documentées par la science moderne, rendent cette hypothèse plausible. Peut-être n'avons-nous fait qu'effleurer les véritables capacités des pyramides. Et si cela ne suffisait pas, d'autres éléments intrigants méritent notre attention, notamment l'emplacement parfait des pyramides. Il semble que leur constructeur ait aligné la pyramide de Khéops sur les points cardinaux, avec une précision quasi parfaite par rapport aux directions nord, sud, est et ouest. De nombreuses théories existent sur la manière dont ils ont accompli cet exploit. Mais une étude suggère qu'ils auraient utilisé l'équinoxe d'automne pour s'assurer de cet alignement. Lors de l'équinoxe, le soleil se lève et se couche précisément à l'est et à l'ouest, ce qui aurait grandement simplifié la tâche des bâtisseurs. En observant le soleil à cette période, ils auraient pu positionner les pyramides avec une précision remarquable. En prenant en compte ces faits étranges, l'alignement parfait, la capacité à concentrer les ondes radio et l'utilisation de matériaux susceptibles de générer de l'énergie électrique, il est légitime de se demander si les pyramides n'étaient pas destinées à remplir des fonctions bien plus complexes que de simples tombeaux. Nikola Tesla partageait cette idée. On raconte que l'inventeur et ingénieur célèbre nourrissait une fascination pour les pyramides égyptiennes et se demandait si elles pouvaient être des transmetteurs d'énergie géants. Selon lui, leur forme et leur position auraient pu les transformer en générateurs colossaux, capables de produire une énergie gratuite et illimitée. Certains chercheurs modernes soutiennent cette théorie, affirmant que ces monuments pourraient avoir été conçus comme d'immenses centrales électriques. Ils suggèrent que les constructeurs auraient peut-être découvert comment manipuler les ions, ces particules électriquement chargées présentes dans l'atmosphère, grâce à des matériaux comme le cuivre, l'or et l'argent, disposés autour des pyramides. Ainsi, il est tout à fait envisageable que les anciens Égyptiens aient mis au point une source d'énergie durable et renouvelable. Toutefois, malgré l'attrait de cette idée, nous ne sommes pas encore parvenus à la vérifier, laissant la véritable fonction des pyramides parmi les plus grands mystères de l'humanité.